Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Bienvenue sur Polynésie la Première. Voici les titres de votre journal. Les vols à l'international sans quarantaine avec le risque d'une réintroduction de Covid-19, c'est bientôt. Edouard Fritsch rassure, il annonce une nouvelle procédure de test pour densifier davantage le dépistage du coronavirus. Un retour forcément aux gestes barrières abandonnés par la majorité de la population. Les Polynésiens sont-ils prêts à s'y soumettre à nouveau? Et les réactions sont plutôt mitigées, vous allez le voir. Avec nous, le docteur Didier Bondou, président de l'Ordre des médecins. Il nous dira si, après une vague de premiers cas plutôt bien maîtrisée, les médecins sont préparés à faire face à une nouvelle vague de cas positifs. Bonsoir, on vous retrouve dans quelques instants. Enfin, pour terminer, focus sur le déséquilibre démographique de la Polynésie. Plus de seniors et moins de naissances, des conséquences certaines sur l'économie du Fénois. Je vous le disais, la Polynésie retient son souffle. Dans 6 jours, les vols à l'international sans quarantaine vont arriver sur le territoire avec le risque d'une nouvelle introduction de Covid-19. Edouard Fritsch tient à rassurer, ceux qui ne respecteront pas les règles seront rappelés à l'ordre puis sanctionnés. Le pays compte en tout cas sur son expérience des mois derniers, d'autant plus qu'une nouvelle procédure est en place. Stéphane Ratino et Patita Savia. Dans cette petite enveloppe, des outils pour saisir au vol l'éventuel Covid-19. Elle sera remise à chaque arrivant à l'aéroport. 2 tests à l'intérieur, l'un pour le nez, l'autre pour la salive. À faire au plus tard, 4 jours après avoir posé le pied au Fénois. Avec le test obligatoire, 3 jours avant le départ, toute une logique de prévention forte est mise en place. La traque du virus sera sans répit. C'est un schéma qui est aujourd'hui unique. On ne va pas vous dire le contraire. Je crois que la Polynésie française va être la première à mettre en place ce type de schéma. Mais c'est un schéma qui s'adapte complètement aux moyens et aux capacités effectivement du pays. C'est-à-dire effectivement d'inciter les gens à s'auto-prélever et derrière nous de réaliser les tests avec ces kits d'auto-prélèvement. Tracer, dépister, isoler, c'est le triptyque de l'action publique. Une nouvelle plateforme numérique, elle devra être utilisée par chaque arrivant, touriste ou habitant. Elle sera comme un passeport sanitaire et pour le ministère de la Santé, une sorte de GPS, téléphone, adresse mail, lieu de résidence ou de villégiature, tout y sera détaillé. La mission, zéro Covid. Il nous faut maintenant apprendre à vivre avec ce virus. Avec 3 tests quand même pour se rassurer. Alors, voilà, notre pays a pris des mesures exceptionnelles. C'est vrai que quelqu'un disait peut-être qu'il y aurait des plaintes, peut-être qu'il y aurait des recours, mais effectivement, nous prenons toutes les mesures pour ne pas que cette maladie reprenne chez nous. Soyons clairs, la bataille concerne aussi l'économie. L'emploi est durement touché, notamment dans le secteur touristique. La santé et l'économie ont donc partie liées en ce moment. Conséquence, se réapproprier les gestes barrières participera à la réussite d'un dispositif innovant et optimiste. Nous sommes en train de travailler un redémarrage économique sur le territoire, mais ça ne doit se faire qu'avec le souci de protéger au maximum la population. Donc c'est cet équilibre que nous devons trouver avec la plus grande rigueur. J'insiste sur cette rigueur nécessaire. En moyenne, et cela à partir du 15 juillet, 3000 entrées sont prévues chaque mois sur le territoire. Sachez également que 4 millions de masques en provenance de Chine sont attendus dans les prochaines semaines. Docteur Didier Bondou, vous êtes président donc du syndicat des médecins libéraux. Merci d'être avec nous ce soir. Le pays veut reprendre les vols vers les États-Unis et l'Europe. Est-ce que cela vous inquiète ? Nous étions, jusqu'à l'heure de l'interview du haut-serre et du président, relativement perplexes et inquiets quant à la possibilité de venue de touristes d'une zone absolument hors contrôle vis-à-vis de ce virus et qui seraient venus au Fénois sans aucun test Covid ni aucun contrôle. Et je dois dire que l'allocution nous rassure un petit peu avec ces doubles batteries de tests, à savoir le Covid PCR fait obligatoirement avant d'embarquer à Los Angeles pour tout touriste américain ou nord-américain, comme pour tout touriste d'ailleurs arrivant au Fénois. Et un deuxième autotest à l'arrivée, 4 jours après, ça me paraît une bonne sécurité, même si on n'empêchera pas le virus de venir de nouveau sur le Fénois. Alors expliquez-nous exactement, ce kit autotest, ça fonctionne comment ? C'est une révolution ? Alors c'est révolutionnaire, c'est effectivement mis en place apparemment par une société française. Tout d'abord, les touristes auront à l'instar des cartes d'immigration, auront un petit formulaire à remplir, informatisé, qui sera également remis en même temps que cet autotest qui contient quelque chose qui ressemble à 2 écouvillons, dont un prélèvement facile qui sera de l'orifice narinaire et un autre au niveau salivaire. Il y aura donc 2 tests en fait en un, avec un taux de positivité qui certes n'est pas parfait, mais rien n'est parfait, mais ça plus le PCR fait avant de prendre l'avion, paraît une bonne sécurité quand même.
Merci beaucoup, docteur Didier Bondou. Ce que je voulais quand même rajouter, c'est que j'ai quand même insisté auprès des instances et auprès du ministère pour qu'on sait très bien que ce virus, s'il arrive sur le fait noir, risque d'être en priorité dans les îles, comme Bora ou Wahine, ces îles très touristiques. Donc on a demandé à ce que les médecins, qu'ils soient de dispensaires ou médecins privés, soient équipés du mieux possible, chasubles, masques FFP2, afin de rassurer au maximum les personnels de santé de ces îles-là. Voilà. Merci beaucoup. Alors, dans ce contexte, verra-t-on un retour justement vers les mesures barrières? Les masques sont devenus rares. Faut-il en déduire que les habitants ne craignent plus le Covid-19? Dans les commerces, dans la rue, comment réagissent les Polynésiens face à un retour éventuel du virus? On voit cela avec Thierry Stamfleur et Mirko Van Fou. Dans les rues, au fil des semaines, les masques ont presque disparu. Mais avec la reprise des vols internationaux, certains y reviennent, comme Teiva, qui est en contact quotidien avec de la clientèle. Le port du masque, pour moi, je ne l'ai repris aujourd'hui. Je me dis que si jamais on l'attrape, on l'attrape, mais ouais, j'essaie de prendre un peu la tendance parce que je travaille dans un domaine qui, quand même, un peu... je reçois des gens et tout le reste. C'est pas vraiment pour moi que je le fais, c'est plus par rapport à la qualité des clients, en fait, et faire en sorte à ce que je puisse préserver un peu peut-être cet écart et cette politesse, en fait. Dans ce concept store, destiné en grande partie à la clientèle touristique, certains clients locaux ont demandé parfois que les bijoux soient nettoyés avant essayage. Et les employés s'apprêtent à revenir en arrière. Ne serait-ce que de demander le port de masque aux clients et nous peut-être remettre les masques ou des visières en place et repartir aussi sur un fonctionnement de nettoyage de la boutique qui était beaucoup plus conséquent. Beaucoup de salariés recevant du public sont protégés par du plexiglas. Le chiffre d'affaires de ce restaurant est bien reparti à la hausse et sa direction accepterait de revenir aux mesures barrières, si toutefois la clientèle s'y prête. On va désinfecter régulièrement les tables et on va faire attention. Maintenant, je ne peux pas obliger les gens à mettre des masques et c'est... En pratique, c'est compliqué de demander aux gens de respecter une distanciation. Les gens ils font la queue à la caisse pour payer, c'est compliqué de leur dire restez à 2 mètres. Quant aux passants, toutes les attitudes se côtoient face à ces précautions sanitaires. Ah si, j'embrasse pareil les gens. J'embrasse les gens. Mais quand on va à la messe, notre prêtre, il dit on ne peut pas faire le bisou. Mais moi, non. Parce que quand tu es dans la maison du Seigneur, tu es protégé par le Seigneur. Chacun fait ce qu'il croit être bon pour lui. Et toi, tu n'as jamais arrêté alors? Non. J'ai un petit cousin d'1 an à la maison, donc je préfère quand même faire attention et puis au cas où, quoi. C'est un peu contraignant, mais après, il faut aussi dire qu'on fait ça, c'est pour protéger les personnes qu'on aime. Soyons clairs, nous avons presque tous abandonné les gestes barrières, y compris les autorités. Le retour vers les contraintes risque d'être difficile à faire accepter à la population, même si on sent monter une vraie inquiétude à l'approche de la réouverture internationale. Docteur Bondou, vous êtes toujours avec nous. L'inquiétude est là, mais les gestes barrières semblent être oubliés. Que préconisez-vous? Je pense qu'il va falloir prendre l'habitude de mettre effectivement régulièrement, voire d'imposer dans certains cas, en particulier quand il y a de la foule dans les magasins, qu'il y ait une protection avec le masque. On l'a vu, les études le prouvent, il y a une transmission par l'air ambiant qui risque d'être présente. Et donc c'est autant protéger l'autre que de se protéger soi-même. Le masque est impératif. Et puis la distanciation dans la mesure du possible. C'est vrai que je voyais le reportage sur les restaurants. Ça me paraît difficile de manger avec le masque. Donc il faut s'adapter, mais il va falloir vivre avec ce virus et en tout cas faire le maximum pour éviter qu'il se transmette facilement. Il va falloir lui rendre la vie difficile. On parlait d'1 mètre de distanciation. Aujourd'hui, on entend parler de 4 mètres. Quelle est la règle? Je pense qu'1,50 m, 2 mètres, c'est bon. 4 mètres, il n'y a plus de vie sociale. Il n'y a plus aller au restaurant. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de restaurateurs qui accepteraient d'avoir des clients tous les 4 mètres. Alors justement, vous disiez qu'il va falloir apprendre à vivre avec le Covid-19. Comment est-ce que cela est-il envisageable? Comme l'a dit le Président, je pense que c'est un nouveau virus. Je pense que nos 3-4 mois passés avec cet épisode difficile pour tous du confinement nous amènent à réfléchir et à comprendre qu'il ne faut pas revivre une période similaire. Donc que ce soit au niveau de la gestion des patients, que ce soit au niveau de notre attitude au quotidien, il y a des choses qui doivent changer. Et je crois que tout le monde doit être prêt à le faire. Le lavage de mains régulier, le port du masque dès qu'il y a de la foule, j'insiste là-dessus. Je crois qu'effectivement, ça s'est beaucoup relâché ces derniers temps. Merci. Il faut prendre l'habitude, quand il y a du public et quand il y a du monde, de mettre un masque. C'est autant pour l'autre que pour soi-même. Docteur Bondou, merci beaucoup. On retiendra donc que les gestes barrières seront à nouveau nécessaires très bientôt. Le syndicat a également demandé au pays que les médecins des îles soient équipés en matériel sanitaire comme les masques et les gels hydroalcooliques.
Arayatea, le paradis des yachts de croisière de luxe, les sociétés de charter préparent aussi leur personnel à l'arrivée des visiteurs. 9 stagiaires ont passé avec brio leur formation au métier de l'hôtellerie flottante. Tous ont été jugés sur leur capacité à occuper, animer, séduire les touristes, que ce soit au niveau de la cuisine, de leurs connaissances sur la Polynésie, des démonstrations de tressage, tout ce qui pourrait faire que l'hôte se sente au paradis. Ils ont même appris à seconder le capitaine à la barre, secourir un touriste blessé. Au final, les futures hôtesses sont plus que prêtes. Les précisions de Stéphanie Betts au micro de Julien Vesco. Le stage dure 6 mois, donc effectivement cette année on a eu un break de 2 mois dans la formation du fait du Covid, mais donc elles ont repris depuis maintenant 1 mois et demi pour pouvoir finir cette formation et finir diplômées et pouvoir derrière, dès que la reprise du secteur du tourisme sera présent, elles pourront de nouveau postuler en tant qu'hôtesse patentée dans les sociétés de charter. On a quand même beaucoup de charters qui se font avec des hôtesses à bord, parce que les gens sont friands de découvrir et la culture locale et surtout la cuisine locale, toutes les façons d'accommoder le poisson, que ce soit à la tempura, cru, c'est un franc succès auprès de tous nos touristes. Donc au maximum, nous on embauche des hôtesses locales qui connaissent bien leur culture et la cuisine locale, et ça rencontre à chaque fois un franc succès. Donc on garantit que dès qu'on retrouvera un volume à peu près normal, ces hôtesses-là seront bien évidemment les bienvenues chez nous le plus possible et dès que possible. On vous l'annonçait hier soir, selon l'ISPF, en 2019, la population polynésienne est en hausse, plus 0,4%, une progression essentiellement liée à l'augmentation de l'espérance de vie des seniors, tandis que le nombre d'enfants par femme a sensiblement baissé, entraînant forcément un déséquilibre économique lié aux retraites à financer. Jules Bourga, Hiro Terurutua. Au rythme de la musique, les années passent et la Polynésie change de visage. Autrefois sage-femme, entrepreneuse ou navigatrice, ces retraités ont dorénavant recours à des établissements spécialisés pour profiter des petits plaisirs de la vie sereinement avec un encadrement. C'est pour être au calme et ne pas dépendre d'autres. Je suis avec ma retraite. Je suis très bien ici. Comme cette maison de retraite médicalisée, les établissements dédiés aux personnes âgées sont coûteux. Parfois nécessaires pour le bien-être des familles, le prix ne prend pas en charge les logements en EHPAD ou en maison de retraite. Pourtant, avec l'allongement de l'espérance de vie, de plus en plus de personnes âgées veulent une place. Les mœurs aussi ont changé en Polynésie. Donc les gens maintenant, ils travaillent tous, ils n'ont pas le temps de pouvoir s'en occuper. Et c'est très dur aussi de pouvoir les garder à la maison. J'ai une demande qui augmente d'année en année. Ce phénomène n'est pas dû au hasard. En Polynésie française, la structure de la population évolue. C'est l'ISPF qui le révèle dans son bilan démographique de cette année. Par rapport à l'année 1999, représentée par la courbe noire, le nombre de sexagénaires a presque doublé sur le Fénois. A contrario, il y a de moins en moins de personnes de 20 à 30 ans. Depuis 2007 surtout, les jeunes quittent le cocon familial pour leurs études ou l'armée. Ils n'en reviennent pas forcément. En plus, les jeunes femmes ont de moins en moins d'enfants. 1,7 en 2019 contre 2,6 il y a 20 ans. Une situation qui alerte sur la prise en charge économique et sociale des personnes plus âgées. Et donc la question qui est relative à tout ça, c'est comment on va financer les retraites de ces personnes-là, comment on va accompagner ces personnes plus âgées, service à la personne, est-ce qu'il faut faire des EHPAD, des maisons médicalisées, c'est quoi les infrastructures. Et puis après, en termes d'économie, s'il y a moins d'actifs sur un territoire, la croissance économique qui est la valeur ajoutée qui est produite sur le territoire par l'ensemble des entreprises, c'est plus compliqué d'avoir une croissance forte quand on a moins d'actifs. Dans un territoire vaste et séparé par l'océan, les évassanes très coûteuses demandent aussi un effort financier. Et les chiffres parlent. La population est de plus en plus nombreuse, mais de plus en plus vieillissante. Et la part des jeunes, elle, diminue petit à petit. Et puis l'émotion ce matin devant les bâtiments administratifs du Haut-Commissariat Papeete. Une minute de silence a été observée ce matin en hommage aux gendarmes Mélanie Lemay par le haut-commissaire et l'ensemble des personnels des services de l'État. Mélanie Lemay décédée le 4 juillet dernier lors d'un contrôle routier dans le département du Lot-et-Garonne.
Dans un tout autre contexte maintenant, les plaisanciers souvent pointés du doigt pour pollution. À Hivaoa, aux Marquises, cette fois, c'est un propriétaire qui a abandonné son bateau. Les pompiers de l'île et la société de sauvetage de Hivaoa ont dû intervenir en pleine période de houle pour éviter qu'il ne coule au milieu du port. Après avoir pompé toute l'eau qui s'était infiltrée à l'intérieur, le bateau a été remorqué et sorti de l'eau en toute sécurité, comme nous l'indique Vincent Roche, le responsable de la société de carénage, au micro de Sylvain Lamiral. C'est un peu particulier en ce moment, c'est vrai qu'on a coup sur coup, on a eu 2 bateaux à sortir qui étaient abandonnés par leurs propriétaires, dont un sur la plage et un qui est en train de couler samedi dernier. Donc nous sommes intervenus pour sortir ces bateaux et pour éviter de les laisser à l'abandon aux yeux de tout le monde. Et créer aussi de la pollution, bien sûr. Évidemment, après il y a des gros problèmes de pollution, et puis pollution visuelle et pollution environnementale. Tandis que sur l'île principale de Nukuhiva, vous le savez, le front de mer de Tai'oha et à Nukuhiva est en plein travaux depuis quelques mois déjà. Un chantier de 221 millions de francs financé à hauteur de 60% par l'État et 40% par le pays. Une trentaine de marquisiens ont été embauchés pour l'occasion. 7 mois de travaux, de la rénovation de la route principale à la sécurisation des berges, rien que pour la première tranche des travaux. Un front de mer prêt à accueillir les futurs touristes, comme nous l'explique le maire Benoît Kautei au micro de Marie Curva. C'est la porte d'entrée quand même de nos touristes, sans oublier qu'on accueille une trentaine de paquebots par an et 19 aranouis par an. Donc là actuellement, on a démarré par les travaux de bétonnage de route, bien sûr avec sécuriser par rapport au niveau du trottoir, mais par la suite il y aura un aménagement paysagiste, donc il y aura l'embellissement, il y aura un chemin piéton, et il y aura même des tables, des chaises, justement en prévision d'arrivée des touristes. Voilà, un chantier prévu donc sur 3 ans. Et c'est la fin de ce journal dont je vous rappelle l'information principale. Les premiers vols à l'international sans quarantaine avec le risque d'une nouvelle introduction de Covid-19, c'est bientôt. Edouard Fritsch annonce une nouvelle procédure de test pour densifier davantage le dépistage du coronavirus. À la une de Tahiti Info, demain, la presse s'intéresse donc à l'accord entre l'EDT et le pays pour une petite baisse de l'électricité. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30, vos infos radio. Très belle nuit sur la première. À demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.